Mémoire d'État est plus qu'une émission, un voyage au cœur de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Découvrez les témoignages exclusifs de ceux qui ont façonné notre pays par leurs décisions politiques et économiques. Revivez les réussites, comprenez les échecs et tirez les leçons pour l'avenir. Mémoire d'État, c'est préserver la mémoire nationale, inspirer la jeunesse, favoriser la réflexion citoyenne et renforcer le débat démocratique. Un rendez-vous unique qui éclaire les coulisses de la gouvernance et offre des clés pour comprendre notre présent et bâtir notre avenir. Mémoire d'État, l'histoire vécue, racontée par ses acteurs. Une école citoyenne, un moteur d'inspiration. Ne manquez pas Mémoire d'État, parce que comprendre hier, c'est mieux construire demain. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce numéro de Mémoire d'État, votre émission qui unit les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une personnalité de l'administration publique congolaise qui a occupé des fonctions importantes dans deux institutions, à savoir l'ICCN et l'OGFREM. Mesdames et messieurs, en face de moi, Monsieur India Omari. Bonjour, Monsieur India Omari. Bonjour, merci. Comment ça va? Oui, ça va très bien, Dan. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Vous avez été, pendant une certaine période de votre vie, directeur général adjoint de l'ICCN. Après, vous êtes allé à l'OGFREM. C'est une expérience de vie personnelle que vous avez connue. Mais dites-nous, qu'est-ce qui unit dans cette expérience la logistique à l'OGFREM, justement, et l'environnement à l'ICCN? Bon, vous savez, l'OGFREM, c'est un réseau. Un réseau, et l'ICCN, c'est aussi un réseau. Donc, nous sommes dans un écosystème. En fait, vous savez, vous avez les transports multimodaux. Vous aviez les aires protégées de la République démocratique du Congo où on fait de la conservation in situ et ex situ. C'est-à-dire, là on s'intéresse d'abord ex situ, c'est-à-dire on peut faire de la conservation quasi intégrale. Je vais t'expliquer, je crois que c'est... Et in situ, on fait de la conservation intégrale, c'est-à-dire les parcs, les réserves où on peut appeler les réserves intégrales. Mais en fait, ex situ, c'est comme les jardins botaniques et les jardins zoologiques, c'est-à-dire on va avec des filets, on captive les bêtes, les animaux, on les amène dans un terrain circonscrit, ce qu'on appelle aire protégée, comme en fait la biodiversité là qui est amenée peut-être dans la ville et on les avec un endroit clôturé, l'enclos. On commence à habituer des animaux avec les humains. C'est-à-dire, en fait, on les cherche à un milieu qui n'est pas naturel. C'est ça les zoos, c'est ça les espaces animaliers par exemple, comme Kingakati. Tu vois, les espaces privés, comme Kingakati, comme ceux qui font, par exemple, de la conservation ex situ avec les serpents, espaces animaliers comme Lola ya Bonobo, en fait, qui est différent, ces espaces sont différents avec, par exemple, les parcs, où c'est dans l'air, les animaux se trouvent dans l'air milieu, dans ce qu'on appelle le biotope, dans leur habitat naturel. Donc, nous appelons ça, en fait, biotope. C'est comme ça que nous, quand vous allez dans nos enseignements, en fait, l'ensemble des biotopes
et biocénose. Cet ensemble, ça s'appelle écosystème. Donc, L'ensemble des biotopes et biocénose. et des biocénoses. Ça s'appelle écosystème. C'est-à-dire, ici, vous quittez l'endroit où vous surveillez les parcs avec des arbres. C'est ça la différence. Des arbres à fait. Donc, ce que nous appelons en termes techniques les matériels d'ordonnancement. Vous appelez les armes et tout ça, et nous appelons les matériels d'ordonnancement. C'est-à-dire, pour un bon militaire, ils n'appellent pas les armes, ils appellent les matériels d'ordonnancement. Donc, au fait, vous allez remarquer que à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, que nous avons eu à diriger à un certain niveau, à un certain moment, au fait, il y a 3 corps. Nous avons le corps administratif, nous avons les corps techniques, c'est les paramilitaires, et les corps scientifiques. Donc, le corps technique et administratif est composé uniquement de 5%. Mais les restes du corps ici, c'est les corps, dans 5%, c'est des corps pratiquement paramilitaires, corps techniques. Corps technique. Paramilitaires, c'est-à-dire que les gens qui sont au fait appelés à tenir les armes. Les armes. Bon, les 3%, c'est les corps pratiquement scientifiques. Vous allez trouver les gens qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, de la Grande Océanie, qui viennent faire des recherches sur la végétation de la République démocratique du Congo, sur les écosystèmes. Nous avons pratiquement 5 écosystèmes dans notre pays. Donc, le plus, c'est l'écosystème montagneux, l'écosystème forestier, l'écosystème aquatique, l'écosystème savanicole. Donc, voilà l'assemblage de ces écosystèmes. Les gens viennent ici faire des études par rapport à ça. Regardez, le Congo, c'est vraiment un milieu où on peut faire l'argent. Tu sais, l'Institut géographique, par exemple, qui vous tourne, vous êtes journaliste, qui vous tourne des documentaires, c'est dans nos parcs. Tu sais ce que ça fait, ça coûte. Vous avez toute une chaîne uniquement pour des documentaires, tout ça. Ils viennent ici, à moindre coût, ils vous filment, ils vont dans les parcs, ils filment, soit notre végétation, et les espèces. Nous avons plusieurs espèces dans ce pays, plusieurs espèces végétales. Nous avons aussi plusieurs espèces animales et même microbiennes. Une espèce microbienne. Oui. Qui régule aussi le climat. Que vous appelez en lingala michopi. Ah oui. Oui, on fait aussi des simulations sur ça, on voit l'importance. C'est comme la moustique, par exemple. Vous les tuez. Mais la moustique a de l'importance pour nous, des naturalistes. Nous savons quel travail que la moustique fait pour réguler notre climat. Mais vous n'allez pas savoir. C'est inquantifiable, mais il fait dans la régulation du climat tout ce qu'il y a comme espèce, tout ce qu'il y a comme insecte, est fait dans la chaîne alimentaire que nous appelons. Il y a, mais ça, c'est dans les termes, ça, des façons, ça c'est beaucoup plus technique, et vous allez beaucoup dans les détails. Mais revenons un peu à votre expérience déjà dans la gestion. Quand vous arrivez à l'ICCN, quel diagnostic de départ vous faites dans la gestion de cet institut? Bon, écoutez, j'ai eu la chance d'être invité par mon frère. Bon, c'est la chance, vous savez, quand vous quittez une institution comme celle-là et que vous recevez les coups de téléphone d'un des dirigeants, par exemple, un dirigeant, pour vous dire que non, on a besoin de toi. Ça fait la fierté, ça fait de l'honneur. Mais quand on arrive, par exemple, à l'ICCN aujourd'hui, je suis comme un roi.
quand on sent, on m'appelle toujours India Force. Tu sais, quand les travailleurs sont habitués à voir toi, et même, au fait, je retrouve les nouveaux qui ont mon histoire. Moi, je me sens régaillardi. Je me dis, ah, j'ai laissé quelque chose. J'ai laissé des empreintes ici. Pourquoi? Parce que, généralement, partout où je suis, si vous suivez bien mon histoire, les pas, j'ai toujours été proche des travailleurs. Donc, c'est ce qui m'a valu beaucoup de notoriété même à l'OGFREM, parce que je suis... vous savez, les problèmes que nous avons au Congo, la difficulté que nous avons au Congo, c'est la gestion des ressources humaines. C'est la difficulté. Un bon dirigeant, c'est celui qui est capable de gérer les ressources humaines. La différence, quand vous allez aux États-Unis, par exemple, à l'époque, moi j'allais avec mes galons de général-major. Vous savez, on avait homologué le grade à l'IPC. C'est avec moi et le général de Mukonto qu'on avait fait ce travail avec le général aussi Pondé. Parce que j'avais lutté fortement pour que il y avait des sérieux problèmes quand je suis arrivé à l'ICCN. Il y avait, soit des tueries entre l'armée et les gardes des parcs. Il y a eu à un certain moment des problèmes. Vous savez, je me suis au fait rendu compte que Mobutu, le maréchal Mobutu avait raison. Dans l'époque, il prenait les majors, les lieutenants-colonels et les colonels full, il les envoyait à l'ICCN. Et nous, l'ICCN, les envoie au Cameroun, les envoie ailleurs, aux États-Unis, tout ça, on les forme, et on les donne pratiquement à les notions de l'environnement. Et, vous savez, vous n'allez jamais diriger l'ICCN si vous n'avez pas la capacité de manier les armes. Parce que vous serez toujours bité aux braconniers, aux gens qui viennent depuis les parcs, soit ils viennent faire l'écocide. L'écocide, c'est les déboisements irrationnels, ou soit ils viennent pour la recherche des cornes, des pachydermes, que vous appelez abusivement les éléphants. Nous, nous les appelons des agronomes. Un éléphant, c'est un agronome. Tous regardez, quand vous arrivez, par exemple, dans une forêt humide, tropicale humide, vous retrouvez dans une ligne où vous retrouvez des palmiers. Je ne sais pas, les palmiers en ligne, ou les mangues en ligne. Bien alignés. C'est soit l'individu qui a fait, soit c'est l'éléphant qui a planté. L'éléphant plante les arbres. Je te donne un exemple. Souvent, quand je faisais les inspections, les visites d'inspection à la Garamba, parce que souvent j'étais dans la brousse, ce qui m'a valu beaucoup d'honneur, parce que j'étais un des pionniers. J'observe, tu vois, vous êtes dans une tente le matin, l'éléphant arrive parce qu'il doit secouer l'arbre et les manguiers pour avoir... parce que l'éléphant a une autre... Dès qu'il sent quelque chose qui est mûr ou il manque, il peut sentir ça à grande distance. C'est que non, là, il y a au-dessus du palmier, il y a déjà le régime au fait qui est déjà mûr. Il vient, il secoue. Il secoue, les mangues tombent. Quand les mangues tombent, il ramasse avec... il ramasse et quand ça va se faire ce qu'on appelle les processus métaboliques, en marchant, il marche, il fait les caca. Et quand il fait les caca, il ne va pas laisser comme ça, il fait ça. Et au fur et à mesure il avance, il peut quitter du Nigeria jusqu'en Namibie. Parce que c'est ça, c'est le phénomène de transhumance que vous appelez. Donc la migration des animaux. Et au fur et à mesure, il va. Et souvent, il est toujours à côté de la rivière ou du fleuve. C'est comme ça que nous, dans l'histoire, au fait, des aires protégées en Afrique,
on a su voir que l'éléphant a quitté le Nigeria en faisant la transhumance jusqu'en Namibie, en suivant le fleuve Congo. C'est même l'histoire des phénomènes qu'on appelle les bassins du Congo. En principe, ça devait être appelé bassin du fleuve Congo. Quand nous serons un jour gouvernants au niveau de l'environnement, on va aller se battre au niveau de la communauté internationale pour leur expliquer normalement pourquoi on a escamoté fleuve, on a parlé bassin du Congo. Il faut corriger. Il faut corriger. Mais techniquement, il faut corriger parce que dans les fleuves Congo, nous ne partageons qu'à 0,09% avec Congo-Brazzaville. Donc, en principe, c'est nous qui occupons les bassins hydrologiques. Ce n'est nous. En principe, tout ce qui est comme fonds forestiers, au fait, RAID, tout ça, les Congos devaient en bénéficier. Mais le mal, c'est que nous n'allons pas réclamer aujourd'hui parce que nous sommes en retard. Toutes les conditionnalités, depuis qu'on était dans ce qu'on appelle la conférence des partis en 2017, la RDC n'a pas pu convaincre le monde. Pourquoi? Parce que notre forêt, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore été certifiée. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui empêche? Ben, écoutez, il faut certifier. La télédétection doit faire son travail. Il faut faire... Regardez une forêt comme la forêt plantée de l'Afrique du Sud. Reçoit de l'argent. Il y a beaucoup d'argent dans la BAD, par exemple. Banque africaine de développement. La protection des forêts. Oui. Mais nous avons des ministres, nous avons des membres du gouvernement qui sont incapables de faire des projets bancables pour avoir l'argent. Il faut, pour avoir l'argent à l'extérieur, il ne suffit pas seulement de faire des bruits. Il suffit de mettre... C'est comme ça que nous, à l'époque, nous, quand on allait, par exemple, aux États-Unis avec les ministres, moi, j'avais une limousine, mais là-bas, à l'international, on prend plus en compte les techniciens que les ministres. Donc, en fait... Donc vous suggérez en quelque sorte que les techniciens soient les gestionnaires des entreprises de l'État. Oui, c'est ici où chez nous, on ne considère pas les techniciens. Moi, si ça dépendait de moi, je crois que non. On va... Je sais qu'un politicien peut devenir ministre. Au fait, un technicien peut aussi devenir ministre, à moins qu'il ait une dose politique. Mais en fait, abusivement, les gens pensent que non, la politique, c'est la gestion de la cité. Il faut comprendre la personne à qui vous voulez servir. C'est ça la politique. C'est pas ce que vous voyez là, non. C'est cet amour que vous avez vis-à-vis de la cité. Vous habitez ici. Écoutez, c'est comme ce que nous disons à l'environnement. Si vous protégez mieux l'environnement, ou vous gérez. D'ailleurs, pour le moment, les concepts internationaux, on parle mieux de la gestion de l'environnement que de parler de la protection de l'environnement. Gestion et non protection. Ah oui. Mais la gestion vous implique la participation de tout le monde. C'est comme une maman qui veut préparer les Thomson, il termine à préparer les Thomson, il va jeter de l'eau de Thomson ou Maya Madesu. Tu vois, quand au bois qui Maya Madesu na pembe ni nayo, tu avais solo, c'est-à-dire il y a de l'odeur nauséabonde. Et quand tu le fais, à tout moment, tu jettes. Tu es en train de... Toi, tu penses que non, c'est bien, c'est beau bien. Mais en plus, après, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des moustiques. Des moustiques, là, viendront faire quoi chez toi? Ils vont te piquer pour te créer la maladie. Mais c'est toi-même, par ta mauvaise gestion, que tu as pu ramener les moustiques et les autres insectes nuisibles à ta santé. Mais si tu embellis bien l'environnement là, ton espace sera mieux aéré, qui va te permettre de bien avoir la santé. C'est-à-dire, regardez aujourd'hui, quand vous qui peut-être ça c'est
nos simulations que nous faisons de temps en temps, les qui est et les qui y, quotient intellectuel. Quotient émotionnel. Oui. Quand vous habituez l'enfant à rester en face aux environs avec des fleurs, avec des arbres, cet enfant aura plus d'intelligence que l'enfant qui habite dans les maisons en étage. Parce qu'il est bien. Regardez comment on a construit les trois grandes universités en RDC. Tu peux même aller constater à VAR et les autres universités. Au Congo, il y a l'université de Kinshasa, comme vous appelez Colline Inspirée. Vous avez l'université de Kisangani. Vous avez l'université de Lubumbashi. On a construit dans les endroits, dans les montagnes, et dans des endroits où c'est bien aéré. Les étudiants ont la possibilité, en fait, de faire, par exemple, se replier. Oui, se replier, il peut aller sous les manguiers ou sous un arbre en train de se concentrer pour mieux assimiler la matière. Pédagogiquement, il y a une différence entre comprendre la matière et assimiler la matière. Tout à fait. Oui. Mais quand on reste à l'ICCN, à votre arrivée, quelles ont été les priorités de réforme, tant sur le plan administratif qu'opérationnel? Bon, il y a eu beaucoup de choses. Quand nous sommes arrivés à l'ICCN, il y a eu beaucoup de réformes. Il fallait d'abord que nous puissions... d'abord, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu, c'est avec nous que nous avons eu à réformer la loi sur la conservation de la nature, la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur l'agriculture, la loi sur sur les mines, code minier, on a travaillé ça, code forestier, on a travaillé à ça, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, au fait, la loi sur l'environnement est prépondérante à toutes les lois là que je viens de vous citer. Même sur la loi sur l'hydrocarbure, au fait, on a travaillé parce qu'aujourd'hui, écoutez, on était en train même d'aller pour montrer aux gens que même construire une maison, il faut des études d'impact, il faut l'aval du ministère de l'Environnement. Vous savez, il y a des maisons jumelées, par exemple, où vous avez une mire, vous avez les murs mitoyens. Excusez. En fait, dès que vous creusez, vous pouvez handicaper votre voisin. Aujourd'hui, par exemple, nous avons la ville de Kinshasa. C'est un espace alluviométrique. Bon. La nappe phréatique est à quelques mètres. Les jours où le fleuve va se fâcher, nous irons jusqu'à Lemba. Il y aura l'inondation jusqu'à Lemba. Est-ce que vous savez ça? C'est comme ça que non, les projets ici des ponts que vous voyez ici, ponts routiers, que vous appelez... c'est quoi ça? Non, pont routier électrique ici que vous voyez, vous appelez ça... C'est un projet qui a été conçu depuis l'époque Kabila. Mais parce que j'étais dans la commission, j'ai expliqué aux gens, c'était le ministre Ndundo qui m'aimait beaucoup, qui m'a amené dans les commissions pour défendre l'environnement. Et nous avons défendu à l'époque, on a dit, parce que j'ai démontré que nous avons la nappe phréatique. Et puis, il y aura toujours des fissures. Un jour, cette histoire-là de saut des moutons risquerait de causer des dégâts collatéraux, des dégâts majeurs. Et puis, et la commission a compris et on a arrêté. Mais plus tard, pour des besoins liquides, besoins d'argent, je suis en train de voir ce saut des moutons. Et voilà, aujourd'hui, vous allez me donner raison. Regardez comment
les sauts des moutons sont... Il y a combien d'années? C'est quoi, quelques années ici, voilà l'état déjà des sont des moutons. Pourquoi? Parce que, écoutez, la ville n'est pas au fait soutenue par les roches. Cette ville n'est pas soutenue par les roches. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand vous regardez la physionomie de la ville, c'est Bengaliema et même aujourd'hui loti anarchiquement. Et on construit anarchiquement Bengaliema. Alors que Bengaliema, c'est un espace au fait, où quand l'eau arrive, quand l'eau sont... nous avons des rivières, par exemple, Lukaya, nous avons des rivières Njili, nous avons des rivières, par exemple, Kalamu, nous avons Makelele, tout ça. Quand c'est débordé à Lukaya, l'eau, le lit peut être débordé pour que l'eau se déverse dans d'autres rivières. Et en fait, quand ça vient au fleuve, il y aura un endroit où l'eau va venir se stabiliser. C'est une imagination de Dieu qui a créé. Mais l'homme est le destructeur de cet environnement. Il vient, il va même là où est prohibé. Il va construire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous avez vu à Njili. Njili, les phénomènes que vous avez vus à l'époque, avec les inondations à Njili, c'était le débordement de la rivière Lukaya, qui s'est tracé un autre lit. C'est comme nous disons aujourd'hui, au niveau de l'environnement, dans la pratique, l'eau de pluie se divise toujours en 3 parties. L'une partie s'évapore, l'autre s'infiltre, et la troisième ruisselle. Maintenant, dans les ruissellements, quand il n'y a pas d'égout, quand il n'y a pas les canons d'évacuation de l'eau vers la rivière ou la rivière vers le fleuve, l'eau déborde, il se retrace, il trace le chemin et vous voyez, vous avez des scandales. Ouais, des scandales. Ouais. Et, on va revenir un peu sur justement le fonctionnement pratique ou la gestion pratique de l'ICCN. Vous avez cité tantôt le braconnage. Oui. Il y a le braconnage. Et c'est ça même les buts de notre travail, c'est de lutter contre les braconnages, c'est de la surveillance. Tout à fait. Il y a la protection de la biodiversité. Ces exigences demandent qu'il y ait de la rigueur dans la coordination. En tant que manager, en tant que responsable de l'ICCN pendant cette période-là, quelle philosophie managériale avez-vous fait pour atteindre votre objectif? Bon, c'était, en fait, on a mis d'abord la science au premier plan. À l'ICCN, moi j'ai trouvé une expertise extraordinaire avec les vieux que j'avais trouvé là-bas, les directeurs, tout ça. J'ai commencé, c'est une école, c'est comme ça on dit Institut Congolais pour la conservation. C'est une école, c'est une université par excellence. C'est plus que même à rester, parce que quand tu entres dans une année, tu dois sortir avant à l'ICCN. Vous savez que non, on vous envoie pour aller chercher, comptabiliser ou faire le monitoring, comme nous le disons, des animaux. On doit savoir les espèces, par exemple, on dit les gorilles, il y a combien de populations de gorilles. Oui. Et vous êtes là, vous devez savoir. Nous, à notre époque, nous avons fait une expérience où nous avons bagué des bagages. Ça, ce sont les termes techniques. Nous avons bagué un oiseau, les oiseaux migrateurs, et cet oiseau-là a été retrouvé en Inde. Nous l'avons bagué ici à Bombolumene, la réserve de chasse de Bombolumene. Bon, beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous, c'est à Kinshasa. Il y a une réserve qu'on appelle une partie réserve et une partie Bombolumene. D'ailleurs, je me rappelle, en fait, je rends hommage à mon papa qui était mort. En fait, tu connais Papa Kadima, de l'hôtel Béatrice. Bien sûr. C'est moi qui ai remis parce que je voulais réhabiliter le parc de l'Ancélé. En fait, quand le maréchal Mobutu avait créé le parc de l'Ancélé, c'était pour ceinturer la ville contre les érosions. Les gens ne connaissent pas ça. Hein.
C'était un espace vert, bon, en fait, les parcs, pas espace vert, qui était pour lutter contre les érosions. Mais moi, j'ai réfléchi à l'époque. Je suis allé même casser une résidence de chez Kitundu, directeur du cabinet du président Kabila. Mais moi, j'ai dit, il a construit dans un parc qui n'a pas encore été déclassé. C'est-à-dire, comment il peut faire ça à l'époque? Je suis allé, j'ai eu la permission, après avoir convaincu les chefs, je suis allé faire l'expérience, j'ai rasé toutes les parties. Au fait, mais malheureusement, je suis en train de vivre aujourd'hui que les parcs de l'Ancélé, maintenant, lotis anarchiquement. Je vois même les cimetières où on est en train d'enterrer les généraux. Tu vois, même à côté. Parce que, au fait, il y a 50, je crois, à peu près 1 kilomètre qu'on doit réserver pour la transhumance des animaux. En principe, c'est comme ça que c'est ça la loi sur la conservation de la nature nous demande. En principe, on devait, même les mausolées de Papa Etienne ne devaient pas rester là-bas. On peut croire que non, ben écoutez, c'est les... Non. Après la route, il y a toujours un espace qu'on réserve pour éviter, parce qu'on est supposé que les parcs là a des animaux, et ces animaux peuvent faire la transhumance, faire la migration vers. Et d'ailleurs, à l'époque, tout cet endroit-là, commençant par dépasser Kinkole, on mettait, tu ne peux pas aller en vitesse pour éviter que les animaux ne puissent pas, tu ne puisses pas tuer les animaux. Bon, ceux qui voyagent et qui connaissent la pratique au monde, au Kenya, en Californie, tout ça, ils savent que non, il y a des vitesses qui sont appropriées quand vous voulez aller, par exemple, vous voulez passer dans une route qui est voisine avec un parc. Il y a des conditions qu'on a toujours fait, parce que il suffit seulement que tu écrases même un canard. Au fait, tu paies. Et si tu le fais aujourd'hui, tu massacres les canards. Il y a même aujourd'hui dans les conditionnements et conditionnalités, il y a un crime contre l'humanité. Parce que ces animaux, la biodiversité joue aussi le rôle de la séquestration des carbone. Donc, au fait, il faut faire attention aux choses qui se passent actuellement. Au fait, c'est d'une manière administrative. Notre travail, quand nous sommes arrivés, c'était d'abord parce que moi, quand je suis arrivé à l'ICCN, j'ai retrouvé la guerre. La guerre, quelle guerre? Avec d'abord Kony. Joseph Kony. Kony. D'ailleurs, c'est pour la petite histoire. J'ai beaucoup traqué Kony avec le général Etumba, et avec la MONUSCO, que je salue en passant. Quand vous étiez à l'ICCN? Oui. D'ailleurs, je l'ai raté par justesse. Les gens qui sont... les gens de Kisangani connaissent mon histoire. Vous avez peut-être une petite histoire de moi parce que vous me voyez à la télévision en train de passer pour parler de la politique. Il y a India plusieurs faces. Il y a plusieurs faces. Et parfois, j'aime faire la confusion comme ça pour que les gens ne puissent pas m'identifier exactement. On a fait beaucoup, pour ces pays, on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, j'étais dans toutes les guerres. Est-ce que vous avez des regrets aussi? Des choses qui n'ont pas accompli à l'ICCN en tant que directeur? Oui, l'ICCN, c'est plus que la GECAMINE. Il y a tout à l'ICCN. Il y a tout. Vous parlez de minerais ici. Vous voulez que je te livre un secret? Les grands gisements miniers se trouvent dans les parcs. Quel parc? Tous les parcs. Nous avons 7 parcs nationaux. Les grands gisements miniers de la République démocratique du Congo se trouvent dans les parcs. C'est le grand problème que nous avons avec les Belges. D'ailleurs, quand vous allez à l'ICCN, vous allez découvrir, c'est les trésors cachés. Est-ce que c'est déjà répertorié ou il faut explorer? Non, mais au fait, les problèmes actuellement,
Vous savez, à un certain moment, moi avec mon grand frère DG, tous nous étions des DG, Moupandé. Nous avons fait un travail, il était au cadastre minier, nous avons fait un travail terrible. Vous allez demander au vieux Kabouiloulou, vous allez demander au vieux, au fait, Durmidungala. Il y a d'autres vieux qui sont passés par les mines. Kalele, paix à son âme. On a fait des grands travaux sur la superposition des carrés miniers dans les parcs. C'est comme ça que quand j'arrive au cadastre minier, les agents, à un certain moment, écoutez, moi j'étais réclamé partout, à l'ONATRA, à l'OCC. En fait, on a fait des travaux avec l'OCC sur beaucoup de choses quand j'étais à l'OGFRAM. Qu'est-ce que vous conseillez? Bon, en fait, non, mais je ne... Qu'on exploite les gisements miniers ou qu'on conserve? Non, mais même les gisements, par exemple, pétroliers. Les grands gisements pétroliers de la République démocratique du Congo se trouvent dans les parcs. La Salonga, ici. Il faut faire quoi? A un puits pétrolifère extraordinaire. Les blocs 5, que vous entendez. Bloc 5, la Virunga, dans les parcs de Virunga. Mais là, c'est terrible, exploiter par exemple, le pétrole dans les parcs. Il faut aller soit par les procédés onshore ou offshore. Donc, en fait, je ne veux pas vous amener dans les cours des hydrocarbures, en fait, mais je voulais juste vous dire que non. Écoutez, tu sais, à un certain moment, M. Katumbi avait dit qu'il n'y a plus de mines en RDC. Il avait raison. Il n'y a plus de mines en RDC. C'est-à-dire, en fait, les gisements... C'est déjà exploité. Non, mais non, il n'y a plus de mines, mais il y a des minéraux. Il y a des minéraux. Il a raison. Techniquement, même scientifiquement, il avait raison de répondre au président qu'il n'y a plus de mines en RDC. Parce que quand vous regardez la carte, c'est comme aujourd'hui. Est-ce que vous savez que non, la RDC a donné la cartographie à la France? Les contrats de la cartographie minière à la France. De la RDC? Oui. Et pourquoi? Mais il faut demander au gouvernement. Il faut demander à M. Ouatoum. À quelle année? Mais il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire tout ça va se faire. Mais moi je demande. Je demande au gouvernement si notre pays savait respecter les experts dans des réunions de l'environnement, les réunions des hydrocarbures, tous les anciens responsables, comme ça se fait dans le monde entier, devaient participer à des séances pour mettre leur expérience au service de l'État. Nous, on a bénéficié de l'État. On a été dans des grandes formations au monde. On nous a envoyés. C'est l'État qui a payé. Mais aujourd'hui, par exemple, pour des raisons parce qu'on est opposant, on ne peut pas aider son pays. On ne nous appelle pas. Alors que, je vous ai dit tout à l'heure, un directeur général qui a eu les soucis. En parlant avec des directeurs, par exemple des l'ICCR, on lui a dit attention, c'est monsieur Indefort. Il s'est intéressé à moi, il m'a appelé, on a fait des séances de travail. Aujourd'hui, les choses, il m'a dit, les choses semblent marcher. Donc, en fait, regardez, en fait, c'est notre pays. Oui. C'est notre pays. Nous, en dehors de ce que nous faisons comme politique, nous avons les soucis, que les choses évoluent. Mais les choses ne vont pas évoluer s'il n'y a pas une expertise. Si on pense que non, bon, écoutez, le pays commence avec M. India. Non! Le pays a commencé avec les Belges. Et puis, nous avons évolué. Nous voulons aujourd'hui que les choses marchent. Mais les choses marcheront si chacun de nous y met sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Oui. Là, on a parlé d'un aspect, ICCN, vous avez été également au Logefrem. Oui. Maintenant, dites-nous, de votre passage de l'ICCN à Logefrem, qu'est-ce que vous a le plus marqué dans la gestion environnementale ou bien dans la gestion des frais multimodales? Écoutez, non. Logefrem, c'est une petite boîte. C'est le courtage.
Tu peux rester à la maison avec ton ordinateur et tu diriges. Vous savez, la différence, c'est que il n'y a pas une boîte la plus grande qui nécessite la concentration que l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Là, on peut que trouver des savants à l'ICCN. C'est plus que la GECAMI. La GECAMI n'a rien. N'a rien. Il faut regarder ce qui se passe. Nos amis du Kenya, nos amis qui sont aux États-Unis et ailleurs. L'ICCN, il y a même l'écotourisme, c'est-à-dire le tourisme écologique. Tu vois? Il y a tout. Il y a du tout. Vous pouvez plus parler de l'ICCN? Non, l'OGEFREM, c'est le transport multimodal. C'est la facilitation à nos amis qui sont ici les commerçants. Il faut les faciliter. Vous êtes quelqu'un qui est là pour faciliter les commerces, pour que les commerces, la Fédération congolaise des entreprises du Congo, oui, tu peux contrôler leurs marchandises et donner de la valeur si phobe à l'OFIDA. Parce que nous connaissons les marchandises du lieu, au fait, de l'usine jusqu'au lieu de débarquement. Nous pouvons même être capables de dire à un commerçant qui a perdu les marchandises, à travers l'OGEFREM, on peut faire la traçabilité de la marchandise du lieu du départ jusqu'au lieu. Même s'il y a ce qu'on appelle le phénomène transbordement à Pointe-Noire. Vous savez, les bateaux arrivent, à l'intérieur du bateau, vous aviez par exemple les conteneurs. Bon, en fait, avec les systèmes actuels aujourd'hui, les conteneurs ont des pistes. Oui. C'est-à-dire, vous êtes au bureau, vous contrôlez, vous savez que non, les marchandises sont destinées. Et nous, c'est la meilleure valeur du marchandise. C'est la jeune femme qui a les secrets. C'est comme ça que nous avons, à un certain moment, inventé les fiches électroniques des renseignements à l'importation, ferry, et les fiches électroniques des renseignements à l'exportation. C'est-à-dire ferré. En fait, ça c'était pourquoi? Parce que les deux entreprises, que ce soit l'OGEFREM, que ce soit l'ICCN, il y a du renseignement là-dedans. Imaginez, vous êtes directeur général de l'OGEFREM. Vous devez aider l'État, vous devez travailler avec les services d'intelligence. On peut vous tromper, on peut tromper les douaniers. On dit, bon, écoutez, j'ai importé des bonbons. Tu vois? Mais dans les conteneurs, on trouve les armes. Comme ça c'est fait. Ou les armes sont à l'intérieur, mais on met dans l'emballage un peu de bonbons. Bon, si vous n'avez pas trop, en fait, d'intelligence, vous n'êtes pas dans les fouilles ou dans les contrôles, vous pouvez croire que non, c'est du bonbon. En voyant les contenus ou en voyant l'emballage. Mais à l'intérieur, il y a des armes. Avec l'OGEFREM, qui travaille avec les services de renseignement. C'est comme ça que nous, au fait, quand je suis arrivé à l'ICCN, à l'OGEFREM, je puis développer les aspects pour attirer l'attention aux gens qui sont que non. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est aussi pour protéger la République. Mais comment avez-vous abordé la question de la modernisation des frais multimodales déjà à l'époque, parce que c'était un secteur aussi stratégique, hein, vous l'avez dit quand même. Mais comment aborder la question de la modernisation? Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire ici. C'est-à-dire d'abord une coopération avec nos partenaires qui sont la CNS, qui sont aussi l'ANER, qui sont aussi la police, qui sont... Ça, c'est dans le cadre purement stratégique. Les présidents aussi. Parce que au fait, on peut le tromper. Avec l'OGEFREM, c'est nous, je répète encore, c'est l'OGEFREM qui donne de la valeur de la marchandise, ce qu'on appelle la valeur SIF et FOB de la marchandise. Bon, je ne vais pas trop t'expliquer sur ça, mais je crois que les douaniers sont en train de nous suivre ici.
l'inspection générale des finances. D'ailleurs, à notre époque, j'ai commencé à développer l'esprit avec le vieux Batou Benga, que j'ai paix à son âme. Il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. C'est à l'époque où on s'est même, bon, en fait, on s'est retrouvé avec mon ami Gilles Anguinguetti, que je salue. J'ai travaillé avec lui au ministère des Finances, avec le vieux Marco Bangoli à l'époque, tout ça que je salue. Je salue Gilles, je vous salue. Et en fait, on a voulu avoir en fait, une coopération. Et nous avons développé la coopération avec l'OCC. Parce que quand nous avons constaté, effectivement, qu'il y avait un problème au niveau de la pharmacie, en fait, avec les Indiens ici, qui nous amènent, par exemple, nous, on a commencé à avoir une idée, parce que l'OGFREM c'est aussi, bon, en fait, avec le ministère de l'économie aussi. Ouais, à l'époque, avec mon grand frère Kalumba, ouais, parce que comme nous étions, en fait, il était ministre des Transports à l'époque, et puis il est passé comme ministre de l'économie. En fait, je crois, ministre des Transports à l'époque, on a commencé, c'était notre titre, on a commencé à expliquer l'importance. Nous sommes venus avec une révolution, et d'ailleurs, c'est à l'époque où nous avons créé l'Observatoire des transports multimodal. Mais est-ce que cela a réduit les problèmes des lenteurs? Parce qu'on apprend que le GFREM, quelque part dans le transport des marchandises, tout ça, il y a, parfois ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez essayé d'améliorer un peu dans la modernisation de transport? Qu'est-ce que vous appelez lenteur? Est-ce que c'est en fait, nous ne sommes pas transporteurs. Non, marchandises. La lenteur, en fait, la lenteur, ça se passe où? Les documents sont octroyés, je ne sais pas. Octroyés. Du point de vue administratif. C'est quoi, AD ou quoi? Les fiches, non, au point de vue administratif, oui. Les choses marchent. Les choses marchent. Il n'y a pas de lenteur? Pardon? Je ne sais pas actuellement, hein, je ne sais pas, mon ami William Kazumba, j'ai été reçu, je crois, 2 fois. Actuellement, je suis un peu loin de lui. En fait, c'est un ami à qui nous avons été même en formation ensemble avec lui en Namibie. Oui, en fait, ok, je salue en passant, bon. Mais je ne sais pas, mais je crois que non, il doit y avoir une évolution. Il doit y avoir une évolution parce qu'aujourd'hui, nous, on a, je crois que non, on avait lutté à l'époque avant que M. Saïba, qui a beaucoup aussi travaillé, hein. Donc, Saïba, qui a beaucoup aussi travaillé. Après notre départ, Saïba est venu. Parce que le problème, c'est quoi? C'est de voir les chiffres d'affaires mensuels et les chiffres d'affaires aussi annuels. Saïba a fait progresser les chiffres mensuels de l'OGFREM. Au fait, oui, le vieux Émile Ngoï avait laissé les ports à bois à Matadi, à Boma. Bon, il y a eu quand même, il faut reconnaître. Je vois Kazumba est en train de se battre pour aller de l'avant. Donc, au fait, aujourd'hui, moi je crois que non, on devait plus sur les systèmes de pistes aujourd'hui, dans les conteneurs ici, pour essayer d'avoir la surveillance sur les marchandises. Et on devait aussi se battre pour les problèmes de transbordement qui se passent à Pointe-Noire. C'est comme ça que non, les ports en eau profonde des bananes étaient très importants pour nous, même pour l'OGFREM. Parce que le transbordement qui se passe à Pointe-Noire ne nous profite pas. On vient avec un conteneur, on les dépièce, on fait sortir les marchandises, on donne aux handicapés à Brazzaville,
il passe avec ses marchandises. Il arrive ici derrière Kingawa, c'est Kingawa ou Barumbu, il reconstitue la marchandise. C'est l'État qui perd. Parce qu'il passe sans que la douane, ce sont les handicapés. Et les Libanais font ce genre de choses des années et des années. Ici, à Bichingobila. Ils font ça. À un certain moment, à mon époque là, nous avons commencé à faire les contrôles dans les entrepôts. J'avais exigé au directeur, aux travailleurs, qu'on commence à aller pour vérifier les marchandises dans les entrepôts. Pourquoi? Parce qu'il y a eu perte. Je viens de vous dire ici, il n'y a que moi. Parce que nous disons au niveau de l'OGFREM que toute déclaration est fausse. D'abord, ça c'est le principe de l'OGFREM. C'est-à-dire, quand un déclarant arrive, nous supposons que quand devant un douanier, ces déclarations sont fausses. Parce qu'il peut déclarer que non, il vient avec un conteneur de bonbons, alors que ce sont les armes. Il vient avec un conteneur alors que ce sont des armes. Il faut les vérifier. Il faut aller au fond pour savoir effectivement. Parce que les emballages, on peut dire que non, bon, écoutez, il y a par exemple des téléviseurs, mais on vous donne des jouets. Au fait, on vous fabrique des emballages de jouets. Oui. Il faut aider. C'est comme ça que non, je dis, au fait, que ce soit l'ICCN, que ce soit l'OGFM, au fait, c'est complémentaire. D'ailleurs, à quel niveau c'est complémentaire. À quel niveau il y a cette complémentarité? Bon, je donne un exemple. Vous voulez, par exemple, au fait, il y a nos bois, par exemple, qui sont exportés, qui doivent avoir les fiches, des fiches électroniques de renseignements à l'exportation. On doit savoir la différence du bois. Du bois. Quand vous allez, par exemple, à Hilton. C'est Hilton, non? Côté Hilton, l'hôtel, là, les grands hôtels qu'on a construits. Quand vous regardez là, vous allez voir les packs à bois à l'Onatra là. Tu vois les identifications qu'on donne. Parfois, ce sont des fausses identifications qu'on les donne pour réduire la taxation. Il y a toujours des magouilles. Mais nous pouvons être capables de dire que non, ça, ce n'est pas une identification à l'origine. Par exemple, là où à Maïndombe, là où les bois arrivent, on peut enlever. Donc, dans la pratique, l'OGFREM, en fait, qui a l'expertise, peut dire à son... Par exemple, je dis, bon, comme ça s'est fait, vous voyez les détournements qui se font ici, par exemple, au Congo. C'est plus facile avec l'OGFREM d'aider l'État à connaître, par exemple, quelqu'un qui dit, bon, moi, j'ai acheté les ciments, par exemple, en Angola, où j'ai acheté des matériaux, hein, il fait proforma et puis il vient avec des factures. Nous, l'OGFREM me fait dire, non, moi, tel endroit, à l'usine, voilà les prix. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que l'OGFREM devienne encore plus personnel? Non, il faut que l'État attire son attention vers l'OGFREM, c'est tout. C'est ce qu'on nous demandait. Il faut que l'État congolais attire l'attention. Il faut que le ministre de l'économie attire son attention. De temps en temps, le ministre qui est là, il n'a jamais fait des réunions avec les gens de l'OGFREM. Vous savez, l'ICCN et l'OGFREM, c'est complémentaire. C'est complémentaire. On peut venir avec les animaux. Et on achète un commerçant ou quelqu'un qui a un parc animalier. Je donne le cas du président Kabila. Il y a certains animaux qui ont été qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent du monde entier, qui sont arrivés. En fait, je peux prendre le cas de Lola Bonobo. Je peux prendre beaucoup de cas. En fait, je peux prendre aujourd'hui... Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo en fait, a des animaux qui sont dans le monde, éparpillés dans le monde entier. Des animaux de location. Éparpillés dans le monde entier. Il y a des végétations
qui ont été, qui sont partis en Belgique, en Tervuren, au fait, et ailleurs, pour des raisons d'échanges scientifiques, par exemple, qui ne sont pas encore revenus. Ou, au fait, on n'a jamais, au fait, les autres États nous doivent de l'argent. Tu sais ça? Vous savez que non, on peut avoir une bouture comme ça, une bouture de plantes, une tige par exemple, qui coûte 5 000 $, 5 000 € à l'international. 10, des cornes. Nous avons les richesses ici. Les gens sont dans les mines sont épuisables. Il y a des choses qui sont inépuisables, que nous avons. C'est comme ça que je t'ai dit, l'ICSN, c'est la grande Gécamine. D'abord, Goma elle-même. La ville de Goma a été créée grâce à l'ICSN. C'est une ville touristique. C'est-à-dire, en fait, à cause des gorilles. Parce que, vous savez, au monde, nous avons 4 espèces de grands singes. Nous n'avons qu'au Congo, nous avons 4 espèces. Alors, c'est 5. Et nous manquons qu'une espèce qui s'appelle orang-outan. Nous avons chimpanzins, nous avons les gorilles de montagne, nous avons les gorilles des plaines. Le gorille des montagnes est situé au parc de Virunga, le gorille des plaines est situé au parc de Kaouzi-Biega. Nous avons, je vous ai cité, nous avons les bonobos qui est situé dans le parc de la Salonga. Nous avons 4 grandes espèces, 4 grandes espèces des singes, des grands singes. Tout à fait. Monsieur Ndiaouma. Là, on ne peut pas parler des okapis, nous avons parlé des... Vous avez été à l'OGEFREM et à l'ICSN comme directeur général adjoint. Dites-nous, quelle expérience, quel héritage managérial vous souhaitez-vous laisser ou léguer à la nouvelle génération? Quel héritage? L'héritage, c'est... L'héritage managérial. Oui, d'abord, il faut lire. Il faut demander aux gens qui sont en train de lire, de s'intéresser d'abord à des entreprises qui sont en compétition aussi dans le monde, qui sont, en fait, aujourd'hui, ce sont des grandes entreprises, toutes les deux. Il faut voir, bon, en fait, l'OGEFREM, par exemple, en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai été reçu quand j'étais dernièrement en Côte d'Ivoire par le monsieur de l'OGEFREM Côte d'Ivoire. Mais c'est, vous savez, c'est un ami du président Ouattara, mais tout est sur lui. Hein. L'économie, il a une grande partie, une grande part. Des contributions. Non, ben c'est lui qui est dans la plaque tournante. Ce monsieur-là est dans la plaque tournante de l'économie ivoirienne. Je t'ai dit. Mais vous blaguez avec M. Kazumba, William, parce que vous le négligez. Vous le négligez en Abidjan, mais le monsieur même, c'est pas la DGI, c'est pas... Non, c'est lui. C'est pas l'OFIDA. Il y a des choses où vous négligez, non, il y a des choses. L'économie aujourd'hui, nous avons un problème de pouvoir d'achat dans ces pays, avec cette spéculation monétaire que vous êtes en train de vivre. Mais pourquoi? Pourquoi? Qui peut dire la vérité au président par rapport à la structure des prix? Même au ministre de l'économie, par rapport à la structure. Parce que lui, on peut calculer, on peut faire des simulations. Vous, c'est lui qui peut dire la vérité. Oh, vous êtes venu avec les marchandises d'où? De Dubaï. Lui peut connaître. Parce que nous avons des concessionnaires partout. Il peut connaître les prix de la marchandise. Et on peut, à ce niveau ici, structurer les prix par rapport... Parce que nous avons la vérité. Monsieur Ndiaouma. Donc, au fait, c'est... En quelques mots pour terminer peut-être. Bon, donc, écoutez, pour les jeunes... Oui, allez-y. Pour les jeunes? Non, allez-y. Pour les jeunes. Non, allez-y, vous voulez me parler? Parlons un peu en termes simples, en quelques 2 minutes, hein, de votre parcours personnel.
Non, je suis un homme complet. C'est beau bien, là, avec les poids d'âge, je suis un homme complet. Je suis passé par la révolution de la FDL. J'étais au campus. Après avoir fini mon université, je suis allé... j'ai essayé, par curiosité, prendre les armes pour amener le pays à la démocratie aujourd'hui avec Mouzé. Nous étions parmi les fils de Mouzé. Et Mouzé a beaucoup investi dans les études. Je te dis, beaucoup de gens les connaissent. Moi, j'ai fait beaucoup de pays. Et beaucoup de pays, c'est-à-dire que Mouzé a... Et il nous appelait des jeunes universitaires, tout ça, il nous a amenés partout. On nous a formés, que ce soit en Belgique, que ce soit au Kiba, que ce soit en Chine, que ce soit en Namibie. Je suis allé en Tanzanie, je suis allé en Angola, je suis allé en République centrafricaine. J'ai fait en Allemagne, dans les pays scandinaves, aux États-Unis, en Israël, au Costa Rica. On est allé faire, par exemple, la stratégie au Costa Rica. Donc, on a été pratiquement dans plusieurs pays que je ne voulais pas vous citer ici. En Afrique, j'ai quand même circulé aussi. En notre retour, Mouzé nous a envoyé chez un encadreur qui s'appelle le général Etumba. De la formation, j'ai gravi les échelons, et puis après mes études en Belgique, je suis rentré, j'ai occupé les fonctions au cabinet du général Etumba, d'abord des secrétaires jusqu'en passant par et devenir analyste. Analyste stratégique et conseiller sur les questions politiques, diplomatiques et de haute stratégie de la défense. Et partout, le général Etumba est passé, de la demi-ape extérieure, on était avec lui, donc son conseiller, quand il a mené toutes les négociations avec le vieux Caméré, le vieux Katumba Mwanké et lui-même. On l'a beaucoup accompagné. C'est comme ça que nous, j'ai eu, pour les uns et les autres, j'ai été dans toutes les guerres de la République démocratique du Congo. J'ai pris beaucoup de risques pour ce pays. J'ai failli même mourir. Pour les gens qui sont à Bukavu, ils vont se rappeler. Parce que là, on m'a envoyé comme conseiller du général Kisempia à l'époque. Nous sommes arrivés avec le général Kisempia à Bukavu. Il y a une guerre. Pour les gens qui sont à Bukavu, ils savent cette histoire entre 105 et 106 brigades. Nous étions à l'aéroport. Nous avons été exfiltrés grâce à l'époque au lieutenant-colonel qui s'appelle Jean-Claude Yave. Bon. Jusqu'à arriver à Bukavu, avec à l'époque il y avait deux lieutenants-colonels, il y avait colonel Ilunga, il y avait aussi, on a fait ça, on a pris jusqu'en 2013. Merci beaucoup. En fait, quand nous sommes allés à Tchanzu, chasser le général Makenga, d'ailleurs, là, quand vous regardez dans les photos, la personne qui avait, quand nous sommes montés à Tchanzu, en fait, la personne qui a pris les chapeaux du général Makenga, en fait, après l'avoir chassé, vous allez voir les films, quand on a fait, on a intéressé même la dame Sylvie Bongo, Kwale Ndekozulu,
au fait, j'étais à Congomanie avec eux, ensemble. C'est-à-dire, écoutez, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce pays. En termes de bravoure, je mérite beaucoup pour ce pays. Donc, les gens pensent que je suis sorti d'INEA pour devenir DG. J'étais dans au fait, dans une, je peux dire, une machine. Après avoir été suffisamment fabriqué, c'est comme ça que le chef lui-même, d'ailleurs, quand vous regardez les ordonnances, je faisais toujours, je sortais toujours des quotas du président. Donc, j'ai eu cette chance, et je demande aux jeunes que l'avenir est à vous, mais il ne faut pas chercher la facilité. Tu regardes comment, quand vous regardez, moi j'ai pris les risques, j'ai pris beaucoup de risques. Et il y a des choses que je ne peux pas les dire, beaucoup de risques. J'étais partout. J'étais partout. Le vieux Kabongongoi, qui est en train de m'écouter ici, nous avons fait un grand travail de recruter les Simba Espoir. C'est l'aventure de Meshach. Avec mon ami Bongo, paix à son âme, le président Bongo et le vieux Kabongongoi. Je me suis retrouvé dans cette conception-là de cette équipe parce que nous, on a voulu, au fait, nous sommes allés à Rwanda. Tu vois, quand il y a des gens ici qui parlent, oh non, infiltration, non. Le Congo aussi peut faire des choses comme ça. Peut faire des choses. Nous avons des gens qui sont intelligents. Il ne faut pas seulement s'arrêter. Non. Le problème, c'est quoi? C'est la désorganisation de la RDC. On ne met pas l'expertise au premier plan. Le jour où nous allons nous décider de mettre l'expertise au premier plan pour éviter les facilités, le pays va aller. Qu'est-ce que je conseille? C'est limiter. Mettons de côté nos problèmes, nos divisions. Chacun, moi je suis dans mon camp. Je chante ma chatte. Et vous êtes là dans votre camp. Mais faisons un effort de nous accorder, de mettre nos violons, c'est de s'accorder les violons. Et puis, les pays. Mais si on pense qu'on peut humilier, on peut écraser tout le monde, ça ne sera pas possible dans un pays de tribus comme la République démocratique du Congo. Je vous parle au fait, je vous parle comme sociologue. Parce que la guerre, comme je vous ai dit, elle est divine. C'est Dieu qui a créé la guerre. Et tous les pays, ce sont des félins, ce sont des prédateurs. Tout pays est prédateur. L'État est d'abord a un caractère prédateur. Merci beaucoup. Et il y a certains pays qui conçoivent leur géopolitique en mettant la menace, en concevant la menace. Il dit, pour une stabilité, pour un développement, c'est comme le Rwanda. Il dit que non, il faut agresser la RDC, il faut anéantir la RDC. Mais c'est à la RDC, ne donnez pas l'occasion, réfléchissez avec les intellectuels ici, voir dans la mesure du possible comment il faut partir, éviter la brutalité. Merci beaucoup. Comme nous sommes en train de vivre. Moi, je souhaite aux jeunes qui vont venir après nous, ou bien qui vont nous retrouver dans la concurrence ici, parce que nous sommes dans la compétition, d'adopter certaines attitudes responsables. Pas de casse. Utilisez mieux l'intelligence. Lisez beaucoup. Lisez beaucoup. Chers amis, il ne faut pas prétendre connaître tout. Il faut savoir être ignorant. Et en étant ignorant, on va vous adopter et vous aurez des connaissances suffisantes. Parce que le problème, c'est quoi? C'est l'intelligence qui est pratiquement la richesse. Si vous avez l'intelligence, regardez tout. Quand vous allez dans ma bibliothèque là, vous avez un savoir. Et c'est ça qui va créer l'argent. Merci beaucoup, Monsieur Idi Omari, vraiment pour cette
cette émission, cette période, ce temps que vous avez accordé pour la réalisation de cette émission, pour nous accorder ce temps de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours managérial, d'abord à l'ICCN et ensuite à l'OGFREM, mais ça n'est pas que ça. Vous avez été également, vous avez dit conseiller dans plusieurs ministères, vous avez été également conseiller des généraux d'armée. Donc, en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir été ici avec vous. Nous espérons que nos téléspectateurs aussi seront contents de pouvoir écouter cette expérience que vous partagez et qui pourra servir justement à l'intérêt supérieur de la nation. Ah, merci, merci beaucoup. L'autre fois, vous allez peut-être venir avec beaucoup de détails sur un certain nombre de choses. Je voulais seulement partager le peu avec vous, parce que l'avenir est tellement long, et je voulais à ce que les jeunes apprennent aussi quelque chose, au lieu de me voir à la télévision. Mais vous avez vu que non, c'est un autre Indien que vous avez découvert. Merci beaucoup, monsieur Ndiaouma. Merci aussi à tous les amoureux de Mémoire d'État. C'en est fini pour ce jour. On vous dit donc au revoir, à la prochaine, avec d'autres invités qui ont marqué l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo par la décision politique et économique. Au revoir. Mémoire d'État est plus qu'une émission, un voyage au cœur de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. Découvrez les témoignages exclusifs de ceux qui ont façonné notre pays par leurs décisions politiques et économiques. Revivez les réussites, comprenez les échecs et tirez les leçons pour l'avenir. Mémoire d'État, c'est préserver la mémoire nationale, inspirer la jeunesse, favoriser la réflexion citoyenne et renforcer le débat démocratique. Un rendez-vous unique qui éclaire les coulisses de la gouvernance et offre des clés pour comprendre notre présent et bâtir notre avenir. Mémoire d'État, l'histoire vécue, racontée par ses acteurs. Une école citoyenne, un moteur d'inspiration. Ne manquez pas Mémoire d'État, parce que comprendre hier, c'est mieux construire demain.